Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ces étudiants arrogants ont intimidé un professeur noir sans raison, mais l'ont amèrement regretté. Le docteur Marcus Whitaker posa pour la première fois le pied sur le campus de Harrington College par une matinée grise de septembre, les feuilles dorées tombant lentement autour de lui comme si le temps s'était suspendu. Il portait un costume sobre, une sacoche en cuir usée par les années, et un regard calme mais vigilant. Pour lui, ce jour n'était pas simplement une rentrée universitaire. C'était l'aboutissement d'un combat personnel contre le destin et le début d'un autre, plus insidieux. À 42 ans, Marcus n'était pas un universitaire classique. Il n'avait pas grandi dans les bibliothèques des écoles privées, mais dans les couloirs étroits d'un immeuble délabré de Détroit, là où les enfants entendaient les coups de feu avant même de savoir lire. Il avait connu la faim, les coupures d'eau, l'humiliation d'arriver à l'école avec des chaussures trouées. Et pourtant, malgré tout, il avait tenu bon. Ce fut une enseignante du secondaire, Madame Daniels, qui l'avait initié à la philosophie. Un jour, elle lui mit entre les mains un livre de Socrate, et ce fut comme si une porte s'ouvrait dans l'obscurité. « Tu veux survivre, Marcus ? Apprends à penser. Mais si tu veux changer ce monde, apprends à faire penser les autres. » Cette phrase le suivit toute sa vie. Il avait ensuite intégré Harvard, soutenant son doctorat avec brio dans un amphithéâtre rempli de visages sceptiques. Il enseigna à Oxford, à Johannesburg, à Chicago. Il publia dans les revues les plus réputées. Mais aucune salle de classe ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre à Harrington. Car si Harrington College se vantait de ses traditions d'excellence, elle abritait aussi une élite fermée, puissante et silencieusement arrogante. Les couloirs sentaient la cire, le bois ancien et les privilèges bien établis. Les noms sur les portes étaient les mêmes depuis des générations. Les clubs privés, les codes vestimentaires, les fêtes discrètes organisées par des familles aux connexions politiques, tout respirait l'héritage. Et c'est dans cet écosystème figé que Marcus fit son entrée. Noir, intelligent, cultivé, et intègre. Son premier cours était complet. Les étudiants s'étaient installés en silence, certains curieux, d'autres déjà sceptiques. C'est là qu'il les vit, assis au fond, comme s'ils trônaient au-dessus du reste de la classe, Blake Harrison, Connor Williams, Lily Spencer, et Jason Matthews. Ils ne parlaient pas, ils évaluaient. Comme des lions en territoire conquis. Leur regard disait « Prouve que tu mérites d'être ici ». Blake, avec ses cheveux blonds impeccablement coiffés et son sourire glacial, était le fils d'un ancien gouverneur de l'État. Il respirait l'autorité et l'ironie. Derrière lui, on disait que la famille Harrison possédait des parts dans plusieurs médias nationaux. Connor Williams, aux allures de mannequin, descendait d'une dynastie d'investisseurs. Il n'ouvrait la bouche que pour écraser. Il n'acceptait jamais d'avoir tort, même en plaisantant. Lily Spencer, belle, brillante, mais empoisonnée par un ego surdimensionné, se considérait comme la réincarnation moderne de Ruth Bader Ginsburg. Fille de 2 juges, elle ne supportait pas qu'on conteste ses raisonnements, surtout pas un professeur qui citait Toni Morrison ou Audre Lorde. Jason Matthews, le plus discret mais peut-être le plus dangereux, était le neveu du doyen. Il n'avait besoin de rien dire, son nom suffisait à faire taire les sanctions, à orienter les décisions, à obtenir les passe-droits. Ces 4-là étaient habitués à diriger, influencer, manipuler. Ils n'avaient jamais été remis à leur place. Encore moins par un homme comme Marcus. Lorsque les premières dissertations furent rendues, Marcus les lut avec rigueur. Il ne se laissa pas impressionner par les titres pompeux, les mots savants mal employés, ou les théories copiées-collées. Il rendit à Blake un B, à Connor un C, à Lily un C+, et à Jason un B. Les notes étaient justes. Mais pour eux, c'était une insulte. Blake ne s'en cacha pas. Il se leva à la fin du cours, jeta un regard méprisant à Marcus, et lâcha. « Ce mec veut nous donner des leçons de morale ? Sérieusement ? » Lily, derrière lui, croisa les bras. « C'est juste un militant déguisé en prof. » Un de plus. Connor, lui, ne dit rien. Il se contenta de rire doucement, un rire froid, moqueur, presque menaçant. Et Jason,
en refermant sa tablette, murmura. On va voir combien de temps ça va durer. À partir de ce moment, leur décision était prise, ils allaient faire de sa vie un enfer. Pas en criant. Pas en insultant. Non. En utilisant les armes de leur caste, les réseaux, les rumeurs, l'influence, et le poison lent de l'humiliation sociale. Et Marcus, qui avait combattu tant d'épreuves dans sa vie, allait devoir affronter l'une des plus perfides, la guerre silencieuse de ceux qui détestent non pas ce que vous faites, mais ce que vous représentez. Tout commença comme une pluie fine et sournoise, à peine perceptible au début, mais dont l'humidité insidieuse s'infiltrait partout. Dans ses cours, le docteur Marcus Whittaker remarqua rapidement un changement. Des rires étouffés, d'abord rares, commencèrent à ponctuer ses interventions, surtout quand il parlait de sujets sensibles comme les injustices raciales ou les biais institutionnels. À chaque fois, il levait les yeux, mais les visages restaient impassibles, les moqueries dissimulées derrière des sourires feints d'innocence. Quand il posait des questions ouvertes en classe, un silence pesant s'installait. Même les étudiants habituellement engagés semblaient hésitants, jetant parfois des regards furtifs vers le fond de la salle, là où Blake, Connor, Lily et Jason régnaient, immobiles, les bras croisés, comme des juges d'un tribunal invisible. À plusieurs reprises, il entendit des remarques cinglantes flotter à la sortie de ses cours. « T'as vu sa veste ? On dirait qu'il l'a trouvée dans un vide-grenier. Et son accent quand il dit « Nietzsche », c'est pas sérieux, franchement. Ce n'étaient pas tant les mots qui blessaient Marcus, mais leur intention. Ce n'était pas un simple rejet, c'était une stratégie délibérée d'usure. Et puis, la guerre devint plus frontale. Une rumeur se répandit dans les couloirs, Marcus aurait favorisé des étudiants noirs dans ses notations. On parlait d'un exposé en particulier, présenté par une étudiante brillante nommée Tasha Green, que certains accusaient, sans preuve, d'avoir eu accès au sujet à l'avance. Un jour, Marcus reçut un mail laconique de l'administration. « Bonjour professeur Whittaker, une plainte anonyme a été enregistrée concernant votre impartialité dans la notation. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre les critères d'évaluation appliqués lors de vos dernières corrections. » Il sentit son estomac se nouer. Puis, comme pour ajouter à l'humiliation, un compte Instagram fit son apparition, @WopProfessorJoke. Il y trouva des caricatures ignobles, le représentant en professeur d'histoire africaine avec un turban et des chaînes en or, des montages photos grotesques, le présentant comme un extrémiste radical, ou encore des phrases sorties de leur contexte, présentées comme des « preuves » de son supposé « militantisme pro-noir ». Le compte était suivi par plusieurs étudiants du campus. Les likes venaient de comptes liés à des clubs privés et à des membres influents. Ce n'était plus du mépris, c'était une campagne de déstabilisation. Marcus sentit le vent tourner. Dans la salle des profs, les discussions s'interrompaient parfois à son arrivée. Des collègues évitaient son regard, ne le saluaient plus aussi chaleureusement qu'avant. D'autres lui adressaient des sourires gênés, pleins de compassion, mais sans jamais rien dire. Même certains de ses étudiants les plus prometteurs devinrent hésitants. L'un d'eux, Jordan, un jeune latino passionné de philosophie politique, lui dit un jour à la sortie du cours. « Professeur, je vous soutiens, mais je veux pas avoir de problème, vous comprenez ?» C'était la solitude la plus douloureuse qu'il ait connue. Pas parce qu'il n'était pas aimé, mais parce que personne n'osait le défendre. Ce soir-là, il rentra dans son petit appartement aux murs couverts de livres. Il ôta sa veste lentement, posa sa sacoche, et s'assit dans le silence. Puis il prit son téléphone, et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô ? Daniel, dit-il d'une voix étranglée. Sa sœur, pasteur dans leur ville natale, reconnut immédiatement le ton de la détresse. « Marcus ? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il resta un moment sans répondre. Puis, enfin. « Ils veulent m'écraser, Daniel. Je te jure, j'ai pensé à démissionner. À disparaître. » « Non. Pas toi, répondit-elle fermement. Tu n'es pas arrivé là pour reculer. Tu es ici pour ouvrir la voie. Pour montrer qu'on peut briller sans trahir qui on est. Ce que tu vis, c'est pas la fin. C'est le feu avant la forge. » Ces mots furent comme un baume, comme une lumière dans un tunnel. Marcus resta longtemps silencieux, puis répondit simplement. « Merci. » Ce soir-là,
Il sécha ses larmes, rouvrit son ordinateur, et prit une décision. Il ne se défendrait pas par la colère, mais par la vérité. Il commença à tout documenter. Il prit des captures d'écran de chaque publication, chaque commentaire. Il enregistra certains cours, où les comportements passifs-agressifs devenaient manifestes. Il reçut des témoignages anonymes d'autres étudiants, choqués par ce qu'ils voyaient mais terrifiés à l'idée d'en parler publiquement. Puis, discrètement, il approcha une collègue de confiance, la professeure Rachel Monroe, spécialiste en éthique appliquée, une femme respectée pour son intégrité. Il savait qu'il pouvait compter sur elle. Ils se retrouvèrent un soir dans un petit café discret à la sortie du campus. Il lui expliqua tout, les preuves à l'appui. Elle écouta en silence, le regard durcissant peu à peu. Puis, elle déclara calmement. « Ils veulent vous salir ? Alors montrons-leur ce que signifie l'intégrité. Nous allons leur opposer la vérité, la dignité, et surtout, le courage qu'ils n'ont jamais eu. » À la fin du semestre, Marcus annonça un changement radical pour l'examen final. Il ne s'agirait pas d'un test écrit traditionnel, mais d'une soutenance orale. Chaque élève devrait défendre une thèse philosophique de son choix pendant 10 minutes devant un jury composé de lui-même, de Rachel Monroe, la nouvelle recrue brillante du département de philosophie, et de la directrice académique, Madame Helen Anderson, une femme redoutée pour sa rigueur intellectuelle et sa mémoire implacable. La nouvelle provoqua un mélange de panique et de fierté dans la classe. Certains y virent une opportunité de se distinguer. D'autres, comme Blake Harrison, Connor Fields, Lily Davenport et Jason Miller, prirent la nouvelle à la légère. Habitués à être considérés comme les « intouchables » du campus grâce à leur héritage familial et leur réseau d'influence, ils traitèrent l'épreuve comme une formalité mondaine, un exercice de rhétorique où leur aisance naturelle suffirait. Ils ne préparèrent que des bribes de discours, feuilletèrent quelques pages de Wikipédia la veille, et rirent ensemble en disant qu'ils allaient « improviser avec classe ». Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'exigence presque clinique de Madame Anderson, l'extrême attention aux détails de Rachel, et la mémoire photographique de Marcus, capable de citer un passage entier d'un ouvrage oublié. Le jour J, l'auditorium fut transformé en salle d'examen. Un rideau noir délimitait l'espace scénique. Les étudiants passaient un par un, dans un silence solennel. Une caméra filmait chaque passage pour l'archivage académique. Les membres du jury prenaient des notes sans aucune expression. Lorsque le nom de Blake Harrison fut appelé, il s'avança avec nonchalance, un sourire en coin. Sa thèse, Kant et la moralité universelle dans un monde postmoderne. À peine avait-il commencé qu'il s'empêtra dans ses propres phrases. Il cita « critique de la raison pratique », confondant les impératifs hypothétiques et catégoriques. Lorsqu'il affirma que Kant croyait en une vérité morale flexible, Madame Anderson leva un sourcil, puis demanda d'une voix glaciale. « Pouvez-vous nous citer précisément le passage de Kant sur cette flexibilité morale ?» Blake blêmit. Il balbutia, chercha ses mots, puis tenta un sourire. « Je n'ai pas la citation exacte, mais je peux vous en donner l'idée générale. » Rachel l'interrompit poliment, mais fermement. « Non. Nous voulons les mots exacts. La philosophie commence là où le flou s'arrête. » Blake termina sa présentation sous les regards vides du jury. Il quitta la scène en titubant légèrement, son arrogance ébranlée. Connor Fields entra ensuite. Il avait choisi de parler du stoïcisme chez Épictète et Sénèque. Dès la 2e minute, il déclara que les stoïciens croyaient que « rien n'a de sens » et que « tout est absurde », une position qui relevait davantage du nihilisme que du stoïcisme. Marcus fronça les sourcils, l'arrêta, et lui posa une question simple. « Que signifie ataraxie dans le contexte stoïcien ?» Connor répondit. « Une forme de dépression tranquille ?» Un silence pesant s'installa. Madame Anderson tapota son stylo sur son carnet, puis écrivit 2 mots. Rachel, quant à elle, ne dit rien. Le reste de la présentation fut un enchaînement de phrases vagues, de citations approximatives, et d'un malaise grandissant. Lily Davenport, toujours sûre d'elle, monta sur scène avec une robe griffée et un regard de défi. Sa thèse portait sur le féminisme existentialiste chez Simone de Beauvoir. Elle commença en critiquant la posture, trop théorique,
de certaines féministes contemporaines, et lorsque Rachel Monroe lui demanda de développer cette idée, Lily tenta de la déstabiliser. Je doute que vous ayez lu Le deuxième sexe dans son intégralité, professeur Monroe. Rachel inclina légèrement la tête et répondit calmement. Je l'ai lu 4 fois. La première à 17 ans. Et je l'enseigne depuis 10 ans. Vous venez de mal interpréter un passage fondamental sur la transcendance. Voulez-vous que je vous le lise? Lily resta figée. Le reste de sa présentation se déroula dans un silence gêné. À la fin, elle sortit de scène avec la mâchoire crispée. Jason Miller, enfin, fut le dernier à passer. Son thème, la liberté individuelle à travers Sartre. Il lut quelques phrases d'un papier froissé, puis improvisa une longue tirade sur « faire ce qu'on veut » comme essence de la liberté. Lorsqu'on lui demanda de distinguer « liberté » et « libertinage » chez Sartre, il hésita, puis répondit. « Ce sont des synonymes, non ?» Marcus ferma les yeux une seconde. Rachel soupira. Madame Anderson, imperturbable, prit une dernière note. Jason n'alla pas au bout. Il quitta la scène précipitamment, marmonnant qu'il ne se sentait pas bien. À la fin des soutenances, les élèves restés dans le public avaient les yeux écarquillés. Ce jour-là, le mythe de la supériorité des privilégiés s'effondra, remplacé par une vérité nue, sans travail, sans humilité, sans véritable connaissance, même les noms les plus prestigieux s'écrasent. Madame Anderson ferma son carnet, se leva et déclara à voix haute. Le mérite n'a pas de nom de famille. Le lendemain matin, Marcus fut convoqué dans le bureau de la directrice du département, la docteure Hélène Whitmore. Tandis qu'il marchait dans les couloirs de l'université, son cœur battait à tout rompre. Il avait l'impression d'aller au-devant d'un piège. Après tout ce qu'il avait subi, il ne s'attendait plus à la justice. Il craignait qu'on lui reproche une fausse accusation, ou pire, qu'on lui annonce une suspension. Mais en entrant dans le bureau, il vit dans les yeux de la directrice une émotion qu'il n'avait jamais rencontrée chez les membres de l'administration, de la sincérité. « Professeur Harrison, asseyez-vous, dit-elle doucement. Sa voix était calme, presque maternelle. Marcus s'assit, les mains jointes nerveusement. « Je vous dois des excuses. » Elle prit une longue inspiration, luttant pour retenir son émotion. « J'ai vu la vidéo, j'ai lu les emails, et les témoignages des étudiants m'ont bouleversé. Ce que vous avez enduré ici est tout simplement inacceptable. » Il la fixa, stupéfait. « Vous avez vu la vérité? » Oui. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Au nom de cette institution, je vous présente mes excuses les plus sincères. Vous avez été victime de harcèlement, de racisme voilé, et d'une campagne de diffamation orchestrée. Pour la première fois depuis des mois, Marcus sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Une reconnaissance. Une validation. Il ne rêvait pas. On le croyait enfin. Dans les jours qui suivirent, une enquête disciplinaire officielle fut ouverte par le comité universitaire. Elle fut confiée à une commission indépendante, évitant ainsi les conflits d'intérêts. Le doyen Robert Kingsley, oncle de Jason Kingsley, fut immédiatement écarté du processus. Les éléments fournis par Marcus furent déterminants, copies de courriels, impressions d'échanges sur les forums, captures d'écran, et surtout, la vidéo virale montrant l'agression verbale de Connor et Blake dans le couloir. Cette vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, avait déclenché une vague d'indignation bien au-delà du campus. Mais ce qui fit basculer l'affaire, ce fut la découverte technique réalisée par l'équipe informatique de l'université. Le compte @WalkProfessorJoke, qui publiait des extraits sortis de leur contexte, des citations faussées et des caricatures humiliantes de Marcus, fut rattaché à une adresse IP localisée, dans le dortoir de Connor Blake. Jason Kingsley, quant à lui, fut identifié comme l'un des auteurs de la plainte anonyme déposée contre Marcus 3 mois auparavant, une plainte accusant ce dernier d'endoctrinement idéologique, sans fondement réel. Lors de l'interrogatoire, il finit par reconnaître qu'il avait signé sous la pression de Blake, son colocataire. Lily Weston, souvent considérée comme « la brillante étudiante au-dessus de tout soupçon », avait elle aussi joué un rôle clé. Elle avait manipulé des citations de Marcus, les sortant de leur contexte dans des comptes rendus de cours, pour les faire paraître extrêmes ou discriminatoires.
Elle avait ensuite partagé ses citations avec Blake, qui les publiait sur son compte anonyme. Mais le choc fut encore plus grand lorsqu'on découvrit que Blake lui-même avait envoyé de faux emails, imitant le ton de Marcus, pour les faire fuiter sur des forums étudiants. Dans ces messages, il prétendait que Marcus méprisait les étudiants blancs, et qu'il voulait transformer l'université en centre d'activisme racial. Devant l'ampleur des manipulations, le verdict de la commission fut sans appel. Blake Anderson et Connor Blake furent suspendus pour une durée minimale d'1 an, avec obligation de suivre un programme de sensibilisation aux préjugés raciaux s'ils souhaitaient revenir. Lily Weston et Jason Kingsley perdirent leur bourse universitaire et furent placés en probation académique. Un suivi psychologique et éthique leur fut imposé. Quant au doyen Robert Kingsley, dont les manœuvres pour étouffer les premières plaintes de Marcus avaient été exposées, il fut sommé de présenter sa démission immédiate, sous pression du conseil d'administration. La presse locale se saisit de l'affaire. Des journaux comme The Boston Herald et The Chronicle of Higher Education publièrent des articles sur le cas du professeur noir piégé par ses propres étudiants. Les réseaux sociaux s'enflammèrent sous les #, Justice for Marcus et #BlackProfessorMatter. Mais malgré cette victoire symbolique, Marcus ne ressentit ni triomphe, ni jubilation. Ce n'est pas une vengeance, dit-il à son ami et collègue, Terence, un soir autour d'un café. C'est juste, la vérité qui sort enfin de l'ombre. Il continua à enseigner avec la même passion. Ses cours se remplirent à nouveau. De nouveaux visages apparaissaient chaque semaine. Des étudiants qui voulaient apprendre, comprendre, dialoguer. Beaucoup venaient lui dire « Je suis désolé pour ce que vous avez vécu, professeur. Et merci de ne pas avoir abandonné. » La douleur était toujours là, mais elle n'était plus solitaire. Marcus avait retrouvé sa place, sa voix, et surtout, il avait prouvé que même dans un système hostile, la vérité finit toujours par se frayer un chemin avec courage, patience et dignité. 3 mois plus tard, Marcus Whittaker reçut une lettre officielle portant l'en-tête dorée de l'université. Elle l'informait qu'il avait été sélectionné comme orateur principal pour la cérémonie de remise des diplômes de la promotion sortante, un honneur rare pour un professeur nommé depuis moins de 2 ans. Il resta silencieux quelques instants, tenant la lettre entre ses doigts. Il pensait à tout ce qui s'était passé, aux humiliations subies, à la discrimination voilée, à la suspicion constante, et à cette jeune étudiante qui avait été témoin de la scène devant le bureau de la doyenne, et qui avait tout filmé. Le jour de la cérémonie arriva. La grande salle était décorée de tentures aux couleurs de l'université, bleu marine et or. Les familles s'étaient déplacées en grand nombre, et les diplômés, vêtus de leurs toges, attendaient fébrilement l'appel de leur nom. Lorsque le vice-recteur annonça « Veuillez accueillir le professeur Marcus Whittaker, chef du département de sciences humaines, notre orateur invité cette année. » Les applaudissements commencèrent poliment, puis devinrent intenses, nourris, debout. Certains étudiants avaient reconnu en lui l'homme qui, 1 an plus tôt, avait osé tenir tête au racisme ordinaire au sein de leur université. Marcus s'avança calmement jusqu'au pupitre. Il prit quelques secondes pour observer la foule. Puis, il parla. « Quand je suis arrivé ici, beaucoup me regardaient comme un intrus. Ma peau, mon passé, mon accent même, étaient jugés. On me soupçonnait, non pas parce que j'étais incompétent, mais parce que j'étais différent. » Il marqua une pause. Un silence respectueux envahissait la salle. Mais ce que certains voyaient comme des faiblesses, ma couleur, mon parcours, ma douleur étaient en réalité mes forces. L'université n'est pas un lieu pour entretenir les privilèges, mais pour les confronter. Ce que j'ai vécu ici, je ne le souhaite à personne. Mais je suis reconnaissant, car cela m'a permis de devenir plus fort, plus lucide, et plus déterminé à créer un espace juste pour chacun. À la fin de son discours, la salle se leva dans une ovation debout. Plusieurs membres du corps professoral, émus, essuyaient leurs larmes discrètement. Ce moment allait devenir historique dans les archives de l'université. Quelques semaines plus tard, le conseil d'administration vota à l'unanimité la création d'un programme obligatoire de formation à l'éthique, à la diversité et à l'inclusion, dirigé par Marcus lui-même. Les étudiants de première année, les professeurs, les membres administratifs, tous devaient désormais suivre ce programme au cours de leur première année sur le campus.
Marcus fut aussi officiellement nommé chef de département, une décision saluée dans plusieurs journaux académiques pour son symbole fort de progrès. 1 an plus tard. Le campus était calme. C'était l'été. Marcus sortait de son bureau après une réunion avec une étudiante de thèse. Alors qu'il longeait le vieux bâtiment de la bibliothèque, il aperçut une silhouette assise sur un banc de pierre. L'homme était seul, la tête baissée, les mains jointes. C'était Blake Harrison. Il avait visiblement changé. Amaigri, le regard éteint, le jeune homme semblait presque un étranger. Lorsqu'il vit Marcus, il se leva maladroitement, hésitant. Puis il s'approcha lentement, tête baissée, et tendit timidement la main. « Docteur Whittaker. Je sais que j'ai été lâche. Et cruel. Je voulais juste vous dire que j'ai honte de ce que j'ai fait. Je suis sincèrement désolé. » Marcus resta silencieux un moment, le regardant avec intensité. Il revoyait le jeune homme hautain, celui qui l'avait humilié, celui qui avait failli ruiner sa carrière. Puis, il vit autre chose, un homme brisé, confronté aux conséquences de ses actes. Il finit par répondre d'une voix calme mais ferme. « Je ne suis pas venu ici pour me venger. Le monde se charge de faire justice bien mieux que nous parfois. Mais j'espère que tu deviendras un homme meilleur après ça. Je te le souhaite sincèrement, Blake. » Il ne serra pas la main tendue, mais il inclina légèrement la tête en guise de respect. Puis, il reprit son chemin, la tête haute, droit, déterminé. Son pas était paisible, mais chaque mouvement respirait la dignité retrouvée. Dans son dos, Blake resta figé quelques instants, la main toujours en suspens, comme figée dans le vide. Puis il la laissa retomber lentement.